Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la salle Paderewski du Casino de Montbenon de Lausanne et bienvenue à la soirée de remise du prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2021. Alors, si nous sommes physiquement loin les uns des autres cette année, nous sommes tout proches par le cœur et par l'esprit et nous réjouissons infiniment de passer ce moment en votre compagnie. Alors, c'est un moment important de la vie du livre à Lausanne et en Suisse romande. Il marque la fin d'un cycle annuel qui dure de la rentrée d'automne jusqu'au printemps. À la rentrée, nous choisissons 6 romans écrits par des auteurs de Suisse romande, publiés dans l'année écoulée, 6 romans coup de cœur qui, à nos yeux, racontent avec pertinence et talent le monde qui nous entoure, visible ou invisible, collectif ou intime. 6 romans que nous souhaitons porter et faire lire le plus largement possible. Cette année, ces 6 romans ont été Se réjouir de la fin d'Adrien Gygax, La soustraction des possibles de Joseph Incardona, Atlas de Laurent Koutaïssov, Un garçon rencontre une fille de Nadine Richer, Après le monde d'Antoinette Richner et Neiges intérieures d'Anne-Sophie Subilia. À la rentrée, dans le même élan, des lectrices et lecteurs lausannois nous font part de leur passion pour leur lecture et leur envie de débattre de littérature romande. Parmi eux, nous choisissons les hommes et les femmes, 10 en tout, qui constituent le jury populaire du prix des lecteurs de la ville de Lausanne. Vous allez découvrir leur visage tout à l'heure et je les remercie d'ores et déjà infiniment de l'enthousiasme et de l'engagement qu'ils ont fourni pour cette mission. Et puis nous confions enfin ce jury à un président ou une présidente afin qu'il insuffle sa propre énergie, sa propre passion de la littérature et des histoires aux discussions du jury. Cette année, il y a le comédien Michel Voïta, par ailleurs immense lecteur sur scène de Proust, Camus ou Jacotet, a accepté de nous rejoindre dans l'aventure et c'est un privilège que de l'avoir à nos côtés. Et puis, durant tout l'hiver, une fois par mois, nous donnons rendez-vous aux lecteurs et lectrices pour une grande rencontre avec nos 6 auteurs en lice. Adrien Gygax, Joseph Incardona, Laurent Koutaïssov, Nadine Richer, Antoinette Richner et Anne-Sophie Subilia ont été formidables et passionnants durant ces rencontres qui se sont tenues, Covid oblige, quasiment toutes en ligne, filmées en direct depuis la Bibliothéca du Lausanne Palace. Je remercie infiniment ces personnalités fantastiques, ces auteurs et autrices pour ces moments passionnants. Nous voici maintenant à la fin du cycle du prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2021. Il est l'heure, ce soir, pour le jury et son président de désigner un ou une lauréate qui recevra le prix de 20 000 francs offert par la ville de Lausanne ainsi que la résidence littéraire d'1 mois au château de Lavigny. J'ai le plaisir de passer la parole au syndic de Lausanne, Grégoire Junot. Bonsoir. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue en ligne ici depuis le Casino de Montbenon pour cette 7e édition du prix des lectrices et lecteurs de la ville de Lausanne. Isabelle l'a dit, cette édition a été particulière évidemment puisqu'elle s'est déroulée en ligne du début à la fin, que la cérémonie de ce soir qui normalement nous réunit toutes et tous ensemble, cette fois-ci nous réunit effectivement à distance. Cette crise que nous traversons depuis une année nous a tantôt angoissés, tantôt énervés, elle nous a privés de nos libertés, en tout cas restreints dans nos libertés, elle nous a atteints parfois ou atteint certaines et certains de nos proches dans leur santé,
Elle a atteint certaines et certains d'entre nous aussi dans leur emploi, dans leur activité économique. Elle a été probablement différente pour tout le monde, mais une chose est sûre, elle nous a toutes et tous, chacune et chacun, depuis maintenant plus d'une année, privés très largement de culture. Et le livre, la littérature, n'a pas été étrangère à cette crise. Le Conseil fédéral a probablement atteint le sommet au début de cette année lorsqu'il a décrété que les librairies n'étaient pas un commerce obligatoire, qu'il était interdit d'acheter des livres, mais qu'il était permis d'acheter des destructeurs de papier. Plus facile de détruire les livres que de les lire. Si les librairies s'en sont bien tirées durant l'année 2020, qu'elles ont connu une belle année, que le livre s'est finalement bien porté, que les ventes se sont bien portées, les ventes en ligne se sont bien portées. Lorsque les librairies ont pu ouvrir, elles ont aussi bien vendu. Évidemment, cette réalité-là témoigne aussi d'une histoire qui est en réalité beaucoup plus contrastée. Les grandes librairies s'en sont bien tirées, les petites beaucoup moins. Les grandes maisons d'édition aussi s'en sont bien tirées. Ça a été beaucoup plus difficile pour les auteurs suisses, pour les maisons d'édition suisses, pour les maisons d'édition lausannoises qui ont subi bien plus fortement cette crise. Parce que lorsque les librairies sont fermées, le travail de médiateur, le travail de passeur que le libraire peut faire, le travail que les bibliothécaires peuvent faire, de passeur entre les auteurs et les lecteurs, est évidemment un travail qui est impossible. Et c'est évidemment les gros titres qui marchent, et c'est beaucoup plus difficile de faire vivre la littérature romande. C'est dans ce contexte-là que la ville de Lausanne, l'été dernier, au moment où nous avons lancé Lire à Lausanne, à la rentrée du mois de septembre, à la fin du mois d'août, nous avons lancé cette action qui a extrêmement bien marché, permettant à l'ensemble des lectrices et lecteurs lausannois, et au-delà bien sûr, d'acheter pour le prix d'un livre, 2 livres d'une maison d'édition lausannoise, le deuxième exemplaire étant payé par la ville de Lausanne dans le cadre du plan de relance pour la culture que nous avons mis en place. Nous avions budgété à peu près 70 000 francs pour cette action, nous avons dépensé 3 fois cette somme. C'est très encourageant, ça montre que d'abord, ça a permis évidemment de soutenir fortement le secteur du livre à Lausanne, les auteurs, mais surtout aussi les maisons d'édition. Et puis ça montre bien sûr à quel point il y a un attachement, il y a une attente, il y a un besoin des Lausannoises et des Lausannois, du public, des romans, et plus largement bien sûr, mais il y a un besoin de lire, il y a une envie de lire. Et je crois que toute cette crise-là aussi montrer, nous avons besoin de culture et nous avons besoin de littérature. C'est dire si ce prix des lectrices et des lecteurs qui s'inscrit évidemment aussi dans cette volonté de jouer ce rôle de passeur que nous souhaitons aussi jouer, la ville de Lausanne, à travers notamment le service des bibliothèques et archives, de jouer ce rôle de passeur entre les auteurs et le public est un rôle fondamental, et peut-être que cette 7e édition du prix des lectrices et lecteurs de la ville de Lausanne revêt dans ce contexte une importance encore plus particulière. J'aimerais terminer par des remerciements, bien sûr, d'abord au service des bibliothèques et archives, à sa chef de service Nadia Roch, à Lynn Lantemann, à Isabelle Falconier, notre déléguée à la politique du livre, qui conduit de main de maître, de maîtresse, ce prix des lectrices et des lecteurs et toutes les actions qui sont initiées en matière de politique du livre. Remercier bien sûr le jury, son président et l'ensemble des membres du jury qui ont participé. Et puis bien sûr féliciter les auteurs. Nous aurons ce soir un ou une gagnante, nous le découvrirons tout à l'heure, mais nous avons une sélection et chacune et chacun de ces auteurs mérite évidemment sa place dans cette sélection. Les soirées de remise de prix, c'est évidemment l'aboutissement d'un processus, on se réjouit toujours beaucoup, et puis elles ont aussi ce côté cruel, c'est qu'il faut faire des choix quand parfois on aimerait mieux ne pas en faire. En tout cas, chacune et chacun de ces auteurs témoignent de la belle vitalité, de la belle qualité et de la richesse aussi de la scène littéraire romande. Longue vie au prix des lectrices et lecteurs de la ville de Lausanne. Et merci en tout cas à vous toutes et tous qui nous suivez, qui nous avez suivis aussi cette année en ligne, aussi nombreuses et nombreux que vous l'avez fait les années précédentes. Merci pour votre intérêt pour la littérature, pour votre soutien à la littérature, et je crois que les auteurs et autrices romandes vous le rendent bien. Merci beaucoup.
Monsieur le syndic cher Grégoire. Merci, mesdames et messieurs. Il est temps maintenant de passer à la présentation de chacun des 6 ouvrages en lice par les membres du jury du prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2021 et à la lecture d'extraits de chacun des livres par les comédiens Michel Sauzère, Benjamin Knobil et Ariane Moret. Bonsoir. Bonsoir. J'ai donc l'honneur et l'avantage de commencer cette série de présentations qui doit vous donner envie et de lire tous les livres sélectionnés pour ce prix des lecteurs de la Ville de Lausanne. C'est vraiment l'objectif. Je m'appelle Jean-Claude Mouly, j'ai 63 ans, je suis consultant en système d'information et docteur en intelligence artificielle, mais aussi et surtout lecteur compulsif, ce qui justifie un peu mieux que ma formation et mon métier, ma présence au sein de ce jury des lecteurs de la Ville de Lausanne. Alors, Un garçon rencontre une fille, un titre qui veut tout et ne rien dire. La rencontre improbable d'un athlète de haut niveau et d'un émigré de banlieue à la recherche de son identité. Une histoire totalement d'aujourd'hui, Covid mis à part, mais bon, qui aurait pu prévoir, où le hasard tient une place prépondérante et on y croise des personnages très typés, des situations à la limite du fantastique. Nadine Richomme profite de son récit pour nous glisser quelques-unes de ses réflexions, je dirais même des critiques, sur des sujets d'actualité comme le climat, le mariage des prêtres, l'homosexualité, la société en général. On sent son activité de journaliste poindre le bout de son nez, mais on ne se fait pas. Cependant, n'ayez crainte, pas de prise de tête. Il s'agit bien d'un roman qui fait d'ailleurs penser à un scénario de film. Les images viennent toutes seules à l'esprit. Le style est léger, dynamique. On devine comment tout ça va finir, mais on prend plaisir à se laisser raconter l'histoire. Et pour couronner le tout, Nadine Richomme s'amuse à nous gratifier à chaque chapitre d'un en-tête en rapport avec la suite de l'histoire, mais surtout complètement phonétiquement décalé. Je ne peux que recommander la lecture de « Un garçon rencontre une fille », et si le livre de Nadine Richomme mérite à mon avis une place d'honneur dans ce classement, qui, reconnaissons-le, a tout de même été très difficile à établir, tant les œuvres en lice étaient de qualité, mais aussi d'un genre et d'un style totalement différents. Donc je vous encourage encore une fois à lire ce livre, aussi bien que les 5 autres qui avaient été sélectionnés pour le prix de la Ville de Lausanne. Merci. Sophie allonge le pas. Elle caracole. S'attelle à la tâche. Affûte sa gestuelle. Fracasse son chrono d'athlète. S'attache à son amulette. Elle afflue. Amasse. Advient. Elle s'amène. Attend son heure, jamais ne s'avoue vaincue. Elle a la gagne. Force l'admiration, rayonne. La rumeur l'attend, l'accompagne. Beau garçon caméléon, Camel s'enfonce dans son cocon, se détache du paysage, lâche ses rouages, plonge au fond, lourd, pas méchant, à fond sur le toboggan. Il glisse hors champ, s'éponge sur le tableau, sort du rang, abandonne son camp. On le perd, il tournoie, se détourne, se ronge, se rend à la sombre évidence du moment. À la rubrique sportive, Sophie incarne parmi d'autres courageuses du monde entier cette figure de hurdleuse. Encore quelques jours et notre héroïne pourra décrocher le titre de championne d'Europe de cette discipline, la course de haies. Un peu plus de 76 cm de hauteur à franchir 10 fois sans fléchir.
La jeune Française a brillé en salle cet hiver et croit pouvoir survoler ses 400 mètres en 54 secondes. Elle le sait, le répète, j'en suis capable. Berlin sera son heure. Kamel, lui, s'envole uniquement dans sa tête. Né en France, il regarde ailleurs sous le coup d'un échec scolaire lourd à porter. Il s'égare dans la mémoire de ses ancêtres marqués par les violences coloniales en Algérie, les manquements de l'Empire français consumés et déplacés vers le projet européen, l'indépendance au prix d'une sanglante lutte armée, puis la guerre civile atroce dont ses parents lui ont tant parlé, jusqu'au soulèvement populaire actuel qu'il regarde sans comprendre. Toutes ces jeunes femmes au poing levé, chevelure sombre étalée sur leurs épaules, et lui, au point mort. Il a grandi à Paris, dans le confort propre à sa génération, juste avant qu'une partie de la conscience mondiale ne bascule dans l'inquiétude environnementale. Contrairement à Sophie, il n'a pas trouvé à se réaliser dans l'épopée individuelle, et il peine, tandis qu'elle ramène le genou, garde le tempo, et parvient à décoller au moment propice, sans percuter la haie. Je m'appelle Corinne, je suis sociologue, spécialiste en études de marché. Bonsoir, je m'appelle Samantha, je suis commerciale dans l'imagerie géospatiale et ce soir nous allons vous présenter Atlas de Laurent Koutaïssov. Le titre déjà Atlas est interpellant. En premier lieu, on imagine qu'on va découvrir des contrées lointaines. Eh bien non, ce ne sera pas le cas. En fait, plutôt qu'un voyage à travers les continents, Laurent Koutaïssov nous invite à un voyage intérieur, celui de Christophe, le personnage principal de ce livre. Durant son enfance, ses parents, qui rêvent de voyager, procèdent de manière assez étrange. Finalement, ils lisent des guides de voyage, préparent leur voyage, mais ne quitteront jamais leur appartement. C'est huis clos. En fait, ils font un périple sans se déplacer du tout. Ce point de départ est plutôt original, vous l'avouerez. L'enfance de Christophe est douloureuse. Il se sent exclu. Il est enfermé dans le jeu de ses parents. Pourtant, dans un premier temps, il reproduira ce schéma parental quelque peu absurde, puisque lui-même travaillera dans un magasin de DVD et pour présenter ses films aux clients, il va uniquement se baser sur des lectures qu'il a faites. Il n'aura jamais vu les films dont il parlera. Il se trouvera emprisonné, au propre comme au figuré, bloqué par cette éducation si particulière. C'est par des rencontres qu'il fera avec Isabelle la libraire, la jeune Marion, qu'il prendra son envol, qu'il choisira sa propre famille. Ce livre explore le terme universel qu'est la relation parent-enfant, à travers différents personnages. Vous découvrirez par exemple Pique-Boeuf, un personnage écorché par la vie. On peut se poser une question à travers ce livre. Est-ce que les parents représentent finalement une prison ou plutôt un tremplin dans la vie de leurs enfants ? Alors qu'elle soit symbolique ou réelle, Christophe est enfermé et formaté aux frontières qui constituent sa zone de confort. Il dessine d'ailleurs la géographie dans son album, qui est son alter ego, la continuation de sa personne. Mais il va s'affranchir, franchir la ligne rouge, géographique et personnelle, afin de vivre et rencontrer de nouvelles personnes. Laurent Koutaïssov parle de dépassement de soi sans jamais le nommer, et nous embarque dans un voyage initiatique au plus profond de nos peurs de l'inconnu. Ce qui m'a le plus touchée à la lecture d'Atlas, c'est son humilité et l'écriture tout en pudeur. Laurent Koutaïssov pose un regard bienveillant,
tolérant sur les personnages, leur parcours, sans intrusion ni jugement, à aucun moment. Christophe est un garçon hors norme, doté d'une grande sensibilité et d'une compréhension du monde un peu différente du commun des mortels, ce qui le rend d'autant plus attachant. Les relations se nouent dans la plus grande ouverture du cœur et de l'esprit. On referme alors Atlas avec le sentiment d'avoir vécu les mêmes aventures que ces personnages, avec l'impression de les connaître dans leur intimité, chamboulés par leur délicatesse, mais surtout, et c'est personnel, c'est avec nostalgie qu'on raconte à chaque fois l'histoire d'Atlas. Laurent Koutaïsov nous apporte avec tact une lueur d'espoir dans un monde qui est assez dur. Nous vous conseillons de vous plonger dans ce roman touchant sur la résilience. Il est très bien construit, structuré. Tous les éléments introduits dans cette histoire ont un sens. Par certains clins d'œil, il donne même une dimension romande, ce qui est toujours agréable quand on lit un auteur de chez nous. Les métaphores sur le silence, notamment, par exemple, sont magnifiques. L'écriture est à la fois lente et passionnante, car on en apprend un peu plus sur les uns et sur les autres par bribes, sous la forme de flashbacks au fur et à mesure de la lecture. Rome ! Crie son père. 3 jours dans la ville éternelle. Sa mère bat des mains et l'embrasse longuement en gémissant, les lèvres closes. Christophe, prépare tes affaires, on part demain matin. Il va dans sa chambre, prend un sac et y jette quelques habits. Ce n'est pas la première fois qu'il doit se plier à un tel rituel. Lorsqu'il a fini, il s'assied sur son lit et attend, car il n'y a rien d'autre à faire. Ses parents discutent, mais il ne fait même pas l'effort de comprendre les bribes de conversation qui lui parviennent. Il sait exactement ce qui va se passer. Le repas, préparé à la hâte, car l'attention est ailleurs la veille d'un départ. Léger. On ne peut pas prendre le risque d'être malade ou indisposé lorsqu'on voyage. La nuit, agité. Plusieurs fois, son père ou sa mère se lève et complète les bagages. On ne sait jamais. Le réveil, il sonne tôt pour un dernier contrôle. 20 fois, les valises sont ouvertes puis refermées. L'angoisse d'oublier quelque chose, même pour un court séjour. Le trajet en voiture. Une nervosité poisseuse envahit tout l'habitacle. La peur de rater l'avion. L'aéroport. On se gare en vitesse. Chacun court dans le grand hall. Les mains et les bras de Christophe sont douloureux. Il doit courir vite et son sac gêne son effort. Ils arrivent sous l'immense panneau d'affichage. On dirait de petits dominos qui tournent sur eux-mêmes. Des centaines de lettres et de chiffres basculent et affichent toutes les combinaisons possibles de destination. Ses parents sont fascinés. La course depuis le parking les a essoufflés. Le nez en l'air, ils épluchent le catalogue des départs et leurs yeux cherchent avec impatience la ligne où le nom de Rome apparaîtra. Il ne reste plus que quelques secondes. À petits traits, la joie se dessine sur le visage de ses parents. Il respire la bouche ouverte. Son père tend le bras et la sentence tombe. Rome! Terminal F! Porte 14! Vite, Christophe! Il ne reste que 15 minutes! Une nouvelle course se débute. Les visages sont cependant différents. Un voile les recouvre. Ils distinguent toujours une certaine excitation, mais une fine membrane en atténue la netteté. Ils courent tous les trois et rejoignent la voiture. Christophe s'installe sur la banquette arrière et attend bien sagement. Le vol dure un peu plus d'1 heure. Sa mère ouvre le magazine et suit d'un doigt une de ces longues courbes rouges.
1h10, exactement. Dehors, à l'exception de rares véhicules qui viennent se garer, tout est calme. Ses parents feuillettent quelques ouvrages. Dans une demi-heure environ, il sait qu'ils mangeront quelque chose. Le silence s'installe. Sa mère sort ensuite de son sac des petits sandwichs emballés dans du papier cellophane. Elle distribue à chacun une boisson dans une canette en aluminium. Il mâche avec soin et se désaltère. Personne ne dit rien. Son père prend un sachet en plastique et récolte tous les déchets. À un rythme régulier, couvrant les moteurs des voitures sur l'autoroute toute proche, un avion fend l'air avec fracas et disparaît à l'horizon. « Bon, dit son père en regardant sa montre, nous sommes arrivés. » Il tourne alors la clé de contact et il rentre à la maison. Bonsoir, je m'appelle Agatha Zaza et je suis heureuse de vous présenter le livre d'Adrien Gygax, « Se réjouir de la fin ». À 31 ans, il signe ici son second livre. Après un premier récit, publié en 2017, qui plongeait le lecteur dans les aventures et les excès de la jeunesse, le voici qui nous emmène, avec « Se réjouir de la fin », au sein d'un EMS, et plus précisément dans la tête et les pensées de l'un de ses résidents. Au travers du regard de cet homme âgé, à qui il reste quelques mois à vivre, nous sommes portés vers ces nouveaux petits plaisirs, ces observations sensibles du monde qui l'entoure, mais aussi ses renoncements. Tout en subtilité, en sagesse et parfois en malice, nous sommes donc les témoins privilégiés des dernières lumières de la vie d'un homme. Concis, pertinent et touchant, Adrien Gygax nous laisse espérer que ce n'est que le brillant début de son parcours d'écrivain. Bonsoir. Je m'appelle Hervé Guélaï et je suis juriste. Associer fin de vie et réjouissance peut sembler une gageure. Et quiconque a déjà fréquenté un EMS ou un EHPAD ou connu quelqu'un qui y vivait sait à quel point ces deux mots s'opposent. Mais c'est un point de vue subjectif, souvent causé par le malaise que l'on peut ressentir soi-même vis-à-vis des pensionnaires. Il est difficile de pénétrer l'esprit de ceux qui y vivent, de connaître leur avis, sans y mettre beaucoup de son propre affect. C'est précisément ce qui m'a attiré dans ce livre. Lire le ressenti, les émotions d'un résident de maison de retraite, qui, sentant sa fin approcher, décide de jouir de ses derniers moments, de ses bonheurs de vieux, sans peur, sans rancœur, et dans une contemplation non pas béate, mais volontaire et décidée. C'est un angle de vue intéressant, développé avec beaucoup de maturité par un auteur talentueux et paradoxalement assez jeune. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire « Se réjouir de la fin ». Et j'en conseille vivement la lecture. François s'en est allé. Il a fait trop chaud, qu'ils disent. C'est toujours à cause de ça, le chaud. Sinon, c'est le froid ou l'humidité. Il faut bien mourir de quelque chose. Il avait cessé de peindre depuis quelques semaines déjà. Tout devenait compliqué. À la fin, il ne dessinait même plus. C'est à ça qu'on a su qu'il était au bout. Il avait cessé de reproduire sur le papier ces bonshommes qui nichaient dans son vieux crâne.
Il m'en avait offert quelques-uns. Des visages mordus par les ombres, des bustes parcheminés, quelques silhouettes nuageuses absorbées par l'horizon. Autant de confessions sur sa lente disparition. Je le vois s'en aller sur les murs de ma chambre où il réside désormais par petits rectangles punaisés. Avec quelques autres vieux, on s'est rendu à la cérémonie en son honneur. Ça nous occupe bien. Et on trouve quelquefois de bonnes idées pour la nôtre. François avait tout préparé. De belles musiques, quelques poèmes, de jolis dessins et une sorte de brocante. On est tous repartis avec quelque chose. Moi, avec son matériel de dessin, une mallette en bois bardée de bâtons de couleur, 2 piles de feuilles et de carnets à croquis. J'ai attendu quelques jours avant de m'y mettre. C'est quelque chose, une feuille blanche. Ça se respecte. Ce n'est pas rien. Je veux dire, ça peut être beaucoup. Ça promet énormément. Oh, et puis mince, je me lance. J'essaye de ne pas trop réfléchir. Je trace avant même de savoir ce que je veux faire. Je m'en fiche, j'y vais. Je commence au fusain, avec des formes arrondies, puis j'ajoute 2 petits chapeaux rouges et verts à mes formes. Non, bleus. Et ce ne sont pas des chapeaux, mais des étoiles. Oui, voilà des grandes et des petites. Et j'ajoute du jaune, de la lumière, comme ça, avec des points, des croix. Et je biffe au feutre, je trace. Il pleut des cordes bleues et jaunes, comme des bouts de ficelle, comme des bâtons. C'est une prison. Non, c'est une forêt. Non, un orage. Non, ce n'est rien. Rien du tout. C'est juste moi, heureux, qui dessine comme un enfant. Bonsoir, je m'appelle Emma Moulet et je suis étudiante infirmière. Ce soir, nous allons vous présenter Neige intérieure de Anne-Sophie Subilia. Ce livre raconte un voyage à bord d'un voilier. Ils sont 6 dans ce bateau et vont devoir cohabiter ensemble durant 40 jours. 4 sont des architectes paysagistes et 2 font partie de l'équipage. Ensemble, ils vont vivre dans une grande promiscuité, mais ressentir une grande solitude. Ils vont être cruels les uns envers les autres et vivre des moments de complicité. Durant ce long mois, ils perdront tout repère temporel et spatial. Ils exploreront des paysages nordiques, désertiques et des terres sans trace de vie humaine. La narratrice nous emmène avec elle dans cette épopée remplie d'un malaise palpable au-delà du cercle polaire. À bord, elle apprendra la dureté de la vie sans intimité et en huis clos, ainsi que l'impact de cet environnement hostile sur son corps. Je m'appelle Gafia Gallet, je suis professeure HES à la retraite et je vais vous présenter l'ouvrage d'Anne-Sophie Subilia. Neige intérieure est le carnet de bord d'une navigation de 40 jours dans le Grand Nord. Il rend compte à la fois des relations entre les membres d'un groupe dans un univers particulier et de la relation avec cet environnement vécu le plus souvent comme hostile. Anne-Sophie Subilia écrit à propos de la peur. Elle ne s'en va pas. C'est ça quand je dis que ce voyage nous expose tout le temps à nous-mêmes. La relation à soi, la vie dans le groupe, les rares rencontres avec des habitants, l'observation des paysages constituent la trame de l'ouvrage. C'est dans tous ces rapports que se construit un roman que je souhaite à tous de lire et de relire, car tout ne se livre pas à la première lecture. Il faut revenir sur cette aventure vécue dans un petit groupe à faire du cabotage
permettant d'interroger des traces de présence humaine sur des terres abandonnées. On suit le groupe à travers le journal de la narratrice qui décrit l'évolution des relations et des représentations. Les personnages se précisent au fil du récit, chacun y trouve son rôle, sa personnalité et progressivement ils se mettent en place comme dans une véritable dramaturgie. Comme dans l'Odyssée, l'auteur nous mène dans des espaces qui révèlent les personnages. Les nombreux thèmes abordés se succèdent, se fondent au fur et à mesure des cahiers, formant un patchwork constituant la trame du récit. L'écriture se fait minérale lorsqu'elle décrit les paysages explorés lors des escales, permettant à l'auteur de retrouver les paysages et peu à peu intériorisés, permettant à l'auteur de retrouver un équilibre pour aller plus loin alors que certains membres du groupe sont proches de la rupture. L'auteur enfin confirme l'idée que l'écrivain, l'artiste, le philosophe sont toujours incarnés. Agir sur l'environnement en visitant des hameaux, faire les cabanes, comme dit la narratrice, sont des moments d'une intense émotion, pour le lecteur également. Ainsi, sur une île, je cite, on inventorie 2 foyers creusés dans la terre, protégés de tous côtés par des ardoises et une boîte d'allumettes. Avec les 5 douilles, ce sont les seuls signes humains. C'est déjà beaucoup. Ces traces nous ébranlent, S et moi. Fin de la citation. On est comme dans un rêve où se succèdent condensation et déplacement, métonymie et métaphore, et on regrette à la fin de l'expédition que l'exploration s'achève. Dans ces 4 cahiers, Anne-Sophie Subilia nous conduit à la fois dans l'exploration d'un monde, mais aussi dans l'exploration de soi, à travers l'interaction subtile entre paysage intérieur et paysage extérieur. Ainsi, à la fin de la lecture, nous pouvons dire, avec du Bellay, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Nous voici à l'abri dans un fjord. Cette fois, on dirait que la nature est d'accord de nous héberger et de s'adoucir. C'est une nuit claire, étoilée. Ils sont allés dormir. C'était beau ce moment, quand la dernière lampe frontale, celle de N, s'est éteinte derrière la dernière planche. Je l'ai entendu chercher sa position, se tourner dans son alvéole, probablement côté mer. Quelques minutes ont passé à imaginer que cette nuit de sommeil, celle-ci précisément, allait modifier en partie son visage et aurait le pouvoir de faire disparaître les cernes en biseau. Je divaguais à propos de N. J'ai failli oublier le pain au four. J'ai pu faire ma toilette sur le pont avec le gant et la bouilloire. La récompense d'avoir à se soulager dehors la nuit, c'est qu'en urinant dans la mer, on voit se produire des centaines d'étincelles. C'est la bioluminescence. Cette chimie silencieuse du plancton qui vient luire dans le noir. Le bateau sent la boulangerie, ma peau, la fleur de cactus. Chacun de nous connaît de tels instants. Alors pourquoi est-ce que nous arrivons si mal à les partager et à les démultiplier ? Les îles sont moins noires qu'hier.
renvoient leur ocre, leur teinte terracotta et la couture blanchâtre des marées. Le ciel nous occupe pendant des heures. En silence, sur le pont du bateau. On est pris par ces nuages de basse altitude aux ourlets pâles qui se défont à mesure, glissent et se recomposent ailleurs. Les gris sont picotés de lumière. Les formes se désagrègent. Parfois, ce n'est que de la pierre chauve. Les nuages en chassent ce qu'ils rencontrent, frôlant la surface et la bordure brillante des minuscules vagues actuelles. La pensée est minimale. Le visage reçoit tout, ce vent, ces embruns. C passe presque tout le jour à contempler en silence. Le bord de son œil recommence à briller. C'est rare qu'on évoque nos biographies. C'est comme si nous avions formulé le pacte d'en dire le moins possible. Si on est ici, c'est pour le paysage. C'est bien sûr illusoire de mettre nos vies de côté. S se montre parfois très curieux en soirée. Après nous avoir fait la lecture, il touche mes cheveux et demande d'où ça sort. Je ne réagis pas. Les autres rigolent. Je rigole, éventuellement. Mais jamais pour de vrai. Je rigole pour protéger ma forteresse. D'ailleurs, c'est un rire qui ne dépasse pas le niveau des dents. J'imagine que personne n'est dupe. Ce soir, S pose un doigt sur l'écusson de Z. Oui, en fait, pourquoi ce ridicule petit sabot doré? Il ne dit pas ridicule, c'est moi qui ajoute. Z tape du plat de la main sur la table et nous raconte avec fierté sa précédente vie de jockey. Parmi l'élite de Belgique. C n'ose plus me regarder. A-t-elle honte d'avoir ri de mes cheveux avec les autres camarades? J'aurais fait pareil. Bonsoir, mon nom est Sanda Samitka, je suis sociologue, chercheuse en santé publique. Mon nom est Owen Boukamel, je travaille dans le domaine des politiques de l'enfance et de la jeunesse. Nous allons vous parler du livre de Joseph Incardona intitulé « La soustraction des possibles ». La soustraction des possibles, c'est l'histoire d'une rose, d'un flingue et d'un compte en banque qui déborde d'argent sale. La rose, c'est celle de l'amour passionnel qui tambourine les cœurs des deux personnages principaux. Mais les roses ont des épines, et Joseph Incardona ne l'a pas oublié. Le flingue, c'est celui des truands, plus ou moins respectables, parfois même en costard-cravate, qui gangrènent la Genève des années 80. Et l'argent sale, c'est de l'argent sale. Mais ça reste de l'argent, et l'argent, ça fait des envieux. Parmi ces envieux, nos deux protagonistes, Aldo et Svetlana. Aldo, c'est pas la morale incarnée, mais c'est pas un mauvais bougre non plus. Il vivote, s'incruste dans le cœur des bourgeoises, comme un coquillage sur la coque de leur yacht. La rencontre de sa vie, c'est celle qu'il va faire avec une jeune banquière en pleine ascension, elle aussi fille de rien dans un milieu d'opulence et de renardise. Svetlana est attachante, elle se bat pour elle, pour sa fille. Et l'idée infernale qui va faire basculer toute leur histoire naîtra de son esprit vif mais torturé. Finalement, la soustraction des possibles, c'est la preuve que l'on peut parler aussi bien de truands et d'amour. Dans son livre Au rythme soutenu, Joseph Incardona nous fait voyager, rire, trembler, une sorte de Tarantino à la Suisse. Un sacré moment de lecture.
Merci. Odile le constate. Depuis son retour du Brésil, René a changé, ou change, ou est en train de changer. Il subit une sorte de métamorphose. Délaisse le golf pour le squash, ses t-shirts en polyamide empuantissent le tambour de la machine à laver le linge. Comme une mue, une transpiration âcre, des bouts de lui abandonnés, allègement des fluides. Il perd du poids, se soigne davantage. Parfois, elle le surprend alors qu'il l'observe, lui donnant l'impression d'être à la fois attentif et lointain. « À quoi tu penses ?» lui demande Odile. La fameuse question, on s'en souvient, mais dans d'autres circonstances. À rien, bien sûr. En réalité, ce rien est un tout, la totalité d'une situation au seuil des grands bouleversements. René l'observe, oui. Il voit la jeune femme d'autrefois, il voit l'épouse, il voit la mère, il voit la femme d'aujourd'hui qui se refuse, qui lui reproche, qui l'empoisonne, qui l'indiffère, qui l'exaspère, qu'il ne possédera jamais. L'amour de cette femme, l'amour de sa femme, il ne voit pas l'amie, il ne voit plus la compagne de vie. Il lui reste peu de temps, il s'est trompé, il a quémandé de la compassion, il ne veut plus s'humilier. Odile constate cette reprise en main, cette autonomie soudaine qui l'interpelle et la questionne, elle pressent la menace, hume le danger, un regain d'intérêt, c'est bizarre, l'amour de ce jeu du « je t'aime, moi non plus », ce perpétuel ajustement des rapports de force, un cahier avec des additions et des soustractions, un de ces grands cahiers aux lignes comptables, on éprouve chaque fois comme une nausée à la seule idée de l'ouvrir pour y inscrire nos pertes et profits. Un regain de curiosité et elle s'approche. Odile câline, contourne le plan de travail, celui des cafés du matin dans la cuisine, tartines beurrées pour lui, fruits frais et thé vert pour elle. Elle faufile une main entre les boutons de sa veste de pyjama, la poitrine glabre qu'elle connaît, les pectoraux mous. Il y a encore du boulot, mon vieux. René baisse les paupières, souffle. Il voudrait se laisser aller, tout de même. Le plaisir se fait rare, le plaisir se fait cher. On ne goûte pas le plaisir de son épouse quand il se présente. René prend la main, la droite de son épouse, celle où il n'y a pas d'alliance, mais cette bague fine sertie d'un diamant aussi transparent qu'une goutte de pluie. René prend la main, délicatement, et la repose sur la table. Il ne préfère pas, lui non plus. René se lève du tabouret, regarde Odile. Le regard de René sur Odile est celui d'un homme sur le point de la quitter, de partir. Bonsoir. Je m'appelle Vincent, je suis éducateur social auprès de jeunes enfants. Après le monde, par Antoinette Richner. Tel est le livre dont je vais vous parler ces prochaines minutes. Expliquer pourquoi ce récit est intéressant est une expérience éminemment subjective. Si j'ai choisi de vous en parler, c'est qu'il est mon coup de cœur de la sélection. 2022. Un ouragan balaye la baie de San Francisco, tuant 60 000 personnes. Une réaction en chaîne provoque l'effondrement des systèmes économiques, politiques et sociaux des pays du monde entier. Des individus se constituent alors en communauté pour continuer à vivre. Ce résumé reflète ma lecture des premières pages de l'ouvrage. Je me sens plongé dans un récit vraisemblable et contemporain. Des similitudes avec la situation actuelle créent chez moi une certaine identification au personnage et me donnent envie de poursuivre la lecture.
Au cours du récit, je me rends compte du formidable travail de documentation de l'auteur sur les tenants et les aboutissants de la crise climatique actuelle. Impressions de lecture qui ont ensuite été confirmées lors de l'entretien public. Je souhaite également relever que pour moi, cette lecture a été difficile. Difficile parce que la crise climatique et ses conséquences sont visibles aujourd'hui. Difficile parce qu'il est peut-être trop tard pour inverser la tendance. Difficile parce que certains ne prennent pas la situation assez au sérieux. Ce récit a un mérite, permettre la prise de conscience du lecteur. Enfin, le champ et la transmission de la connaissance par ce biais sont des thèmes mis en avant dans le récit. Deux femmes voyant arriver la pénurie de papier décident d'apprendre par cœur leurs histoires qu'elles avaient écrites et de les transmettre en chantant. Cet échange de savoir prend tout son sens alors que des protagonistes de l'histoire se trouvent en captivité. En tant que membre d'une chorale de chanteurs amateurs, interdits de chanter depuis de nombreux mois, ces thèmes me touchent particulièrement. Merci. Nous nous sommes fait voler les radis, les salades que nous nous efforcions de faire pousser, les bouteilles que nous conservions dans nos caves, les sacs de farine ou de riz que nous avions l'intention de faire durer, nos derniers bocaux de tomates, les conserves de thon ou d'ananas précieusement épargnés pour avoir à proposer à nos enfants le jour de leur anniversaire quelque chose de bon, de spécial, qui change des bouillies que nos gouvernements distribuaient désormais en lieu et place d'allocation. Nous nous sommes fait siphonner les fonds d'essence de nos réservoirs, piquer nos chambres à air, nos guidons, nos vitres et nos moteurs, piquer aussi les outils rangés dans nos cabanons, les robinetteries extérieures, les tuyaux d'arrosage, les tondeuses à gazon, tronçonner et emporter les barrières alu qui entouraient nos propriétés. Début août, les employés d'État affectés à la sécurité et à la justice étaient les seuls à toucher encore un salaire, avec les pompiers, les gardiens de prison et des trésors nationaux. Notre rayon de mobilité s'était réduit de manière inouïe. Faire un saut à telle exposition, nous rendre au marché de la ville voisine, aller découvrir ce centre thermal situé à 150 km de notre domicile, nous réunir un dimanche chez la grand-mère qui jusqu'ici avait vécu à moins d'1 heure de chez nous, ou même se promener, dépenser des calories, sans autre but que de s'aérer. Autant d'habitudes basculées dans le passé. Nos plannings s'étaient simplifiés, épurés à l'extrême. Les écoles avaient suspendu les cours, les crèches fermaient leurs portes, nous laissant la responsabilité de nos enfants 24 heures sur 24. Toute une tension d'organisation quotidienne était retombée. Le rythme effréné de nos vies avait tourné court, tandis que nos corps, conditionnés, appelaient à tout continuer, quand bien même nous nous retrouvions échoués sur nos canapés, à frissonner de solitude et de désœuvrement, quand nous n'étions pas, couple ou famille, en train de nous regarder comme pour la première fois. Des coupures d'électricité, de gaz sont apparues. Tandis que l'ébullition de l'eau retombait d'un coup dans nos bouilloires et que s'interrompait la chanson qui nous aurait réconfortés, nos appareils nous avertissaient qu'ils fonctionnaient sur leur réserve d'énergie ou ne parvenaient plus à se connecter. Madame, Monsieur, après ces 6 moments de lecture et présentation de livres,
J'appelle Monsieur Michel Wojta à ce micro, président du jury du prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2021, pour l'annonce du ou de la lauréate de cette année. Bonsoir. J'étais très heureux et surpris qu'Isabelle Falconier, que je remercie encore, me propose d'être président du jury du prix des lecteurs de la ville de Lausanne. Surpris parce qu'on ne guérit pas de son enfance et qu'à la suite d'une scolarité calamiteuse, je suis entré au collège avec une année d'avance à 9 ans, j'en suis ressorti à 15 ans et demi avec pratiquement 2 ans de retard, la lecture n'était pas du tout au programme du cancre que j'étais devenu. La lecture, les livres, c'était pour les premiers de la classe, pas pour le rebelle que je croyais être et dont j'essayais à toute force d'adopter la panoplie complète. Ensuite, j'ai commencé un apprentissage de vigneron, formateur, à bien des titres, mais dans lequel les livres n'étaient toujours pas présents. Et à la suite de quelques spectacles amateurs, dans lesquels je m'étais régalé, j'avais entendu dire qu'il y avait un dramaturge qui habitait pas très loin de chez moi. Dramaturge, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et donc, il était très gentil, paraît-il. Et donc, je suis allé sonner chez lui et je lui ai dit, voilà, je veux être acteur. Il était effectivement très, très gentil. Ce saint homme s'appelait Bernard André, dit Bingloan, pour ceux qui l'ont connu, si tu nous entends. Il m'a dit qu'il fallait d'abord que je me cultive. Et oui, comment? Tu vas au théâtre et tu lis des livres. Ouais. Tiens, en voilà un. Et il m'a donné un premier livre. Ce premier livre, c'était Le théâtre politique de Piscator. Je suis revenu le lendemain, 8 heures, et j'ai rien compris. Il m'a dit non, t'as pas rien compris, t'as pas tout compris, mais c'est pas grave. Essaye celui-ci, puis essaye celui-ci, et puis celui-là. Il avait l'intelligence et la délicatesse de me proposer ensuite quelques livres dans lesquels je pouvais me reconnaître. Et c'est ainsi que petit à petit, doucement, je suis entré en lecture. Et depuis lors, j'ai toujours un livre avec moi. J'ai pas mal voyagé, j'ai travaillé entre plusieurs pays, et lorsque je fais une valise, je commence par les livres. Le reste, ça vient après. Mais d'abord, c'est les livres. Mais pas forcément des romans. Et c'est là que je remercie encore Isabelle. En me nommant président de ce jury, elle m'a offert la possibilité de découvrir certains de ces 6 auteurs que je ne connaissais pas. Et surtout, elle m'a permis de rencontrer ces 6 romans. Oui, je pense qu'on peut rencontrer des romans comme on rencontre une personne. Romans très très différents les uns des autres, mais avec en commun une qualité d'écriture tout à fait remarquable. Vraiment, tout à fait remarquable. Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une compétition entre des œuvres puisse avoir un sens. C'est tellement subjectif. Mais ces concours ont le mérite de jeter un coup de projecteur sur ces auteurs et leurs œuvres. Et ça, c'est extrêmement important. Sans compter, bien entendu, la généreuse récompense promise aux vainqueurs, dont la courtoisie veuille qu'ils partagent moitié-moitié avec le président du jury. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai rencontré des œuvres, et j'ai aussi rencontré un jury. Des individualités différentes, mais toutes respectueuses d'autrui, et ayant en commun une envie de récompenser une œuvre singulière plus que consensuelle. Et je suis extrêmement fier d'avoir pu les accompagner dans leur délibération. Et donc, enfin, le nom du lauréat est Monsieur Laurent Koutaïssov pour Atlas, que j'invite à me rejoindre sur scène pour venir chercher son prix, ainsi que Monsieur le syndic, s'il vous plaît. Je crois que voilà des fleurs. Merci. Je vous propose, mesdames, messieurs, plutôt de laisser la place aux lauréats pour un petit mot, de remerciement. Voilà, je vais le délaisser de ses fleurs. Voilà quoi. Merci Michel Wojta, merci monsieur le syndic. Cher lauréat, cher Laurent Koutaïssov, toutes nos félicitations. Il est beau ce bouquet.
Merci. Il est beau ce bouquet. Et la parole est à vous, cher Laurent Kotaïsov. Merci, mesdames et messieurs. Vous venez de récompenser Atlas et je vous en suis très reconnaissant. À l'opposé des recueils de cartes géographiques figeant sur le papier un monde connu et délimité, cet atlas-là représente un véritable itinéraire d'écriture, un long cheminement sur les routes parfois tortueuses de la création littéraire. L'idée en a germé il y a 20 ans, sur une plage de Bretagne, aux côtés de Daria. 3 mois plus tard naissait Sarah, 2 ans et demi après Gabriel, et toutes 3 ici présentes ont relu avec acuité et sans complaisance le premier manuscrit. C'est dire l'amplitude chronologique de ce roman qui leur est dédié. Je leur dois la richesse infinie des jours qui passent et une curiosité sans cesse partagée sur la vie et sur le monde. Écrire, ce sont des vies qu'on partage et qui, en plus de la nôtre, font ce que nous sommes. Écrire, c'est aussi savoir attendre et ignorer son impatience. Outre le génie littéraire, j'ai toujours admiré l'humilité de Marguerite Yourcenar dans cette citation extraite de ses carnets de notes de Mémoire d'Adrien. En tout cas, j'étais trop jeune. Il est des livres qu'on ne doit pas oser avant d'avoir dépassé 40 ans. On risque, avant cet âge, de méconnaître l'existence des grandes frontières naturelles qui séparent de personne à personne, de siècle à siècle, l'infinie variété des êtres. Quelques mots, 3 phrases, une leçon. Depuis l'idée première d'Atlas, il a fallu affronter les doutes d'autres créations littéraires et publications. Le décès prématuré de mon père dans La mort de la carpe, la déliquescence d'une famille bourgeoise durant la guerre dans Le sourire de Thérèse, de la poésie, du théâtre encore, avant de me sentir prêt à reprendre et paradoxalement à porter moi-même Atlas. Ce roman est le récit d'un rapport au monde, tronqué par l'obsession, par une perception biaisée de la réalité, née de la crainte de l'affronter. Les principaux personnages auront dû rompre avec leur passé et transgresser les frontières pour s'ouvrir à la lumière, celle des autres, celle des mots des autres, qu'ils soient écrits ou prononcés. Chacun aura bien sûr une lecture du roman qui lui est propre. En vous le résumant ainsi, j'ai cependant le sentiment de dire ce que l'acte d'écriture représente pour moi. Une part de rupture, la nécessité de faire, sans jeu de mots, bouger les lignes, en cherchant à atteindre encore et toujours cette maturité intellectuelle et esthétique. Celle qui nous permet d'interroger la nature, la condition et les êtres humains, cette infinie variété des êtres, et de questionner le monde par la création. À l'heure où les images n'attestent de plus rien, mentent et violent la réalité, je crois plus que tout à l'image littéraire qui, à l'encontre du mensonge de sa sœur numérique, révèle, explique, embellit et, tout en rehaussant un texte, ouvre de nouvelles perspectives. Il ne me reste plus, mesdames et messieurs, qu'à respecter moi-même un principe de réalité en n'abusant pas du temps qui passe et à remercier sincèrement et du fond du cœur Daria, Sarah et Gabriel, mes premières lectrices et inspiratrices, qui, outre l'inestimable cadeau de la vie qu'on partage, savent désigner aux mots, phrases et pages qui le méritent le chemin de la poubelle. Bernard Campiche, mon éditeur, pour sa confiance, la justesse de ses remarques et son inlassable et inestimable travail depuis tant d'années au service de la littérature romande. La ville de Lausanne, par l'entremise de son syndic, M. Grégoire Junot, et de sa déléguée à la politique du livre, Mme Isabelle Falconier, pour nous offrir aux autrices et aux auteurs un soutien et des opportunités de si grande qualité. Et enfin, merci à celles et ceux qui ont finalement décidé de me faire passer de l'écrit au grand oral devant vous ce soir, à Michel Voïta et à tous les membres du jury, dont le choix me touche, m'honore
et m'invite d'ores et déjà à dépasser mes propres frontières pour un prochain voyage en littérature. Merci beaucoup. Merci infiniment Laure Coutaïssoff, encore toutes nos félicitations. Je vous invite à ne quitter pas cette scène. Madame, Messieurs, merci pour votre attention. Je remercie du fond du cœur les comédiens et comédiennes Ariane Moret, Michel Sauzère, Benjamin Knobil, et j'invite tous et toutes les membres du jury, le président du jury et monsieur le syndic à nous rejoindre sur scène et à s'avancer pour un dernier salut au public. N'oubliez pas votre masque. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas dès demain de vous précipiter en librairie pour vous procurer votre exemplaire d'Atlas de Laurent Coutaïssoff, paru aux éditions Bernard Campiche, éditeur, lauréat de ce prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2021.